Bienvenue, mesdames et messieurs, une autre émission de Dire à Laval vous informe. Cette semaine, nous allons parler de transport adapté. On va essayer de vous informer le plus possible sur les façons de fonctionner à Laval pour le transport adapté. Alors, nous avons Mme Doris Clément, qui est chef de transport adapté à la STL. Bienvenue, Mme Clément. Merci. Alors, on va essayer de démystifier un petit peu ce qu'est votre rôle de la STL pour faciliter la vie de nos personnes âgées et il y a aussi les gens qui se servent du transport adapté parce qu'il n'y a pas juste les personnes âgées. Alors, on va commencer par les types de services qui sont offerts à la STL. La STL offre un service de transport adapté qui s'adresse aux résidents lavallois et dont les limitations fonctionnelles répondent aux critères d'admissibilité qui sont édictés par le ministère. D'accord. Alors, les modes de transport qui sont disponibles? Le service est dispensé. D'abord, la STL n'exécute pas elle-même le service de transport adapté. Elle est à sous-contrat avec un transporteur par minibus et par taxi. Donc, on a des minibus, on a des taxis et également des taxis accessibles. Ah, OK. Alors, il y a trois différentes sortes de... Alors, c'est quoi la différence des trois, là? Oui, d'abord, le minibus est muni d'une rampe qui permet aux fauteuils d'accéder au véhicule. D'accord. Les taxis, bien évidemment, on utilise la flotte de Coop Taxi qui est constituée de taxis réguliers et de taxis accessibles. Les taxis accessibles, ce sont comme des mini-fourgonnettes qui, elles aussi, nous permettent de déployer une rampe pour pouvoir permettre aux gens en fauteuil d'utiliser les taxis. OK, parfait. C'est un complément. Oui. Qui décide de la façon que vous procédez? Ça dépend du nombre de personnes ou c'est quoi Ça dépend de la disponibilité des véhicules, mais on considère également les limitations de la clientèle. Certains ne sont pas en mesure, effectivement, d'utiliser un taxi ou un taxi accessible. À ce moment-là, ils sont dirigés automatiquement vers les minibus. Alors, ça dépend des limitations fonctionnelles de chaque personne. Ah, OK, je comprends. Est-ce que les gens... si une fois ils ont pris le minibus, c'est toujours le minibus? Oui, j'imagine. Non, c'est variable. Pas nécessairement. C'est variable. C'est en fonction de ce qui est disponible pour le moment. OK, d'entrée de jeu, quand les gens réservent, les réservations vont diriger, les systèmes vont diriger les gens en fauteuil vers les minibus, les gens ambulants vers les taxis. Et en soirée, bien, il y a une optimisation des places qui sont libres dans les autobus qui est fait, ce qui signifie que les gens qui sont en taxi sont transférés vers les minibus s'il y a de la place de disponible. Question de rentabiliser l'utilisation des minibus. Parfait, excellent. Alors, les critères d'admissibilité pour ces gens-là qui sont admissibles, puis les procédures? Les critères d'admissibilité sont les mêmes partout à travers le Québec. Ce sont des critères qui sont établis par le ministère des Transports. Donc, il y a les limitations à la marche, à la capacité de marcher 400 mètres, l'incapacité de monter ou de descendre une marche de plus ou moins 35 cm, capacité d'orientation, dans le cas, par exemple, des gens en déficience visuelle ou en déficience intellectuelle. Il y a certains critères comme ça. Alors, pour être admis au transport adapté, un requérant doit compléter les formulaires qui se retrouvent, entre autres, sur notre site Internet. Et selon la déficience, il doit la faire compléter par un spécialiste ou un ergothérapeute ou son médecin, c'est selon. Les indications sont bien mentionnées au début du formulaire. Une fois que le formulaire est bien complété, que les évaluations ont été faites, ça nous est retourné et c'est un comité qui est constitué de 5 membres qui décide de l'admission ou non d'une personne. OK, parfait. Et les membres autour de la table, évidemment, il y a le délégué qui représente la société de transport, mais il y a aussi un membre du réseau de la santé qui est souvent un ergothérapeute ou un éducateur spécialisé. Et ces deux personnes-là vont entériner les décisions et les autres personnes autour de la table, c'est en fonction de la déficience qu'il y a le requérant. Par exemple, on a un représentant qui pour la déficience motrice, un pour la déficience intellectuelle, l'autre la déficience sensorielle. Et la troisième signature, ben, elle vient d'une de ces trois personnes-là. Pour être admis, un client le comité doit faire consensus sur l'admission. OK, parfait. Est-ce que quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, démence,
peut être admissible? Oui. Oui, il n'y a pas de problème. OK, oui. parfait. L'âge, en partant, il n'y a pas un critère. On a des enfants de 5 ans comme on a des personnes on a des centenaires dans notre service. Alors, l'âge n'est vraiment pas un critère, c'est vraiment en fonction des limitations fonctionnelles. OK, parfait. Les heures de service et la fonction des réservations, comment ça fonctionne? Bien, le client, une fois admis, doit communiquer avec le centre de réservation au 450-973-3111. Puis fait part de son besoin. Donc, il doit donner, entre autres, l'adresse de départ, l'adresse de destination, à quelle heure il souhaite arriver ou partir. Et le système va enregistrer sa réservation, ses déplacements en fonction des restrictions de véhicule ou de ses besoins particuliers. Donc, est-ce qu'il y a des heures où ça commence, ça finit? Est-ce qu'il y a des heures spécifiques? Le centre d'appel est ouvert de 6h30 le matin sur semaine jusqu'à 11h. Les fins de semaine à compter de 8h le matin. Un client qui veut doit faire sa réservation au plus tard à 17h la veille du déplacement. Entre 3 jours la veille et 17h la veille. OK. Puis les transports aussi, est-ce qu'il y a des heures spécifiques? Ce sont les mêmes que les heures de réservation. OK. Fait que à peu près 10h30 ou exactement les derniers transports se font? Sur semaine, du lundi au jeudi, c'est de 6h30 à 23h. Le vendredi, 6h30 à minuit. Le samedi, 8h à minuit. Le dimanche, 8h à 23h. OK, parfait. Ah oui, c'est quand même... il y a beaucoup d'heures quand même de disponibles. Oui. OK. Alors, on parlait des réservations du même jour, planification et tout ça. Ça, est-ce que c'est faisable? Si quelqu'un nous appelle dans la même journée? Nous, on comprend que si on demande aux clients de réserver avant 17h, c'est parce qu'on a un beau travail de jumelage, parce que le service n'est pas attribué un. C'est pas un chauffeur, un client. On essaie de jumeler les déplacements dont les origines et destinations et les heures conviennent. Alors, c'est pas un transport privé, c'est vraiment un transport en commun, mais aux besoins de la clientèle. Alors, en soirée, on planifie les routes du lendemain. Ce qui fait que le lendemain matin, évidemment, toutes les places dont on disposait ont été prises. Et c'est évident que dans la journée, on a des annulations qui se font, mais les systèmes optimisent tout le temps. Ainsi, un client qui a un besoin urgent pour la journée même, on n'est pas en mesure de répondre à ce besoin-là. Cependant, pour les urgences médicales, on essaie autant que possible d'accommoder le client. OK. Justement, c'était ma prochaine question. Les déplacements médicaux, comment ça fonctionne pour les gens qui ont des rendez-vous? Bien, au même titre que n'importe quelle autre destination, le client appelle, il place sa réservation. Mais c'est évident, dans le cas d'un rendez-vous médical ou d'une comparution au tribunal ou encore une réparation d'un deuxième fauteuil, on sait quand on rentre, on ne sait pas quand on sort. Alors, c'est difficile de planifier le retour parce que dès la réservation, le client doit réserver l'aller et le retour. Alors, dans ces cas-là, on comprend qu'il va faire sa réservation, que le client va faire sa réservation pour l'aller et pour le retour. On va le mettre sur une liste d'attente. Et quand il sera prêt, il nous appelle, puis on va aller le chercher. C'est ce qu'on appelle un retour sur appel. Oui, c'est ça. Il faut comprendre que le client, à ce moment-là, il faut qu'il prévoie une période d'attente parce que tous les véhicules sont occupés. Alors, il faut dégager parfois des véhicules pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Alors, si la personne est à l'hôpital, a terminé son rendez-vous, il appelle. Et puis, dans la 30 minutes qui suit ou à peu près? Bien, à peu près, ça dépend si on est à Montréal ou à Laval. Ça dépend si le véhicule, il y en a un qui est tout près dans le secteur ou pas. C'est ça, mais généralement, on essaie de répondre dans les 30 minutes, 45 minutes. Ça peut aller à 1 heure à Montréal, surtout si on est en heure de pointe. Oui, c'est ça. Puis la température aussi, j'imagine qu'il y a toujours des petits... c'est des impondérables. C'est ça, exactement. J'aimerais qu'on parle aussi de la tarification, parce que je sais qu'à Laval, depuis mai 2014, c'est ça, notre monsieur Demers a passé pas de loi où finalement la tarification est gratuite pour les gens de 65 ans et plus. Alors ça, c'est comment ça fonctionne? Comment ils doivent aller chercher des cartes ou de quelle façon ça fonctionne? C'est exactement comme sur le réseau régulier. Alors, notre tarification, elle n'est pas différente. Les méthodes sont probablement différentes parce qu'on n'a pas les mêmes outils, mais c'est les mêmes méthodes. Donc, le client au transport adapté peut payer comptant, peut payer avec des billets papier, contrairement sur le réseau régulier où les passages électroniques sont sur une carte aux puces. C'est la différence au niveau du papier.
Sinon, le client peut s'abonner aussi. S'il n'utilise que le transport adapté, on offre, nous, à la SCL, un abonnement virtuel, c'est-à-dire qu'il nous envoie un chèque, il peut à ses déplacements, sa mensualité, puis il peut à se soucier de présenter ou non une carte au client. Bien sûr que ça s'adresse aux clients qui n'utilisent que le réseau de transport adapté parce que sur le réseau régulier, il doit présenter une carte. Pour la gratuité, le client, tout comme le réseau régulier également, doit aller se chercher une carte Opus avec photo sur laquelle il va encrypter le code Horizon 65 qui donne la gratuité. Alors, nous, une fois que le client passe dans nos véhicules, on récupère le numéro de la carte, on l'inscrit à son dossier, puis à tous les mois, on valide si un titre valide dessus ou pas. D'accord. Alors, l'argent comptant, non, hein? Oui, l'argent comptant, aussi? oui, monnaie exacte, parce qu'on peut pas, on ne remet pas la monnaie au client, on demande au client d'avoir la monnaie exacte. OK. Puis ça, la tarification du transport régulier ou transport adapté, c'est la même, hein? C'est exactement la même chose, oui. OK, parfait, exactement. Les réseaux réguliers, il y a de l'accompagnement aussi que j'aimerais qu'on parle. Il y en a qui peuvent accompagner les gens. Oui. Comment ça fonctionne? Dans les critères, au niveau de l'accompagnement du transport adapté, les règles sont dictées par les critères, par le ministère des Transports. La règle primaire, il faut savoir qu'en transport adapté, si la présence de l'accompagnateur pallie à l'handicap, le client n'aura pas le droit à l'accompagnateur en transport adapté. C'est-à-dire, prenons par exemple un client qui a une déficience visuelle ou qui a une déficience intellectuelle. Son problème, c'est un problème de transport, donc on va le chercher à la porte et on l'amène directement. Il n'y a pas besoin d'être accompagné pour ses besoins de transport. Donc, il n'y aura pas le droit à l'accompagnement. Parce que la présence de l'accompagnateur va pallier à son handicap, qui est son problème d'orientation, mais nous, en ce qui concerne notre mandat, qui est de transport, bien, on lui a donné un service porte-à-porte. Par exemple, dans le transport adapté, quelqu'un qui serait en fauteuil roulant, par exemple, qui est donc une déficience motrice, je vais pouvoir, s'il a besoin d'un accompagnateur, je vais lui autoriser. Parce que, de toute façon, ce n'est pas la présence d'accompagnateur qui va faire en sorte qu'il n'y ait plus l'usage de ses jambes, par exemple. Alors, il y a des nuances à faire. Donc, ce qu'il faut retenir, il ne faut pas que la présence de l'accompagnateur pallie à l'handicap. Cependant, un client qui serait handicapé intellectuel ou encore visuel peut très bien prendre le réseau régulier lorsqu'il est accompagné. Alors, à ce moment-là, on donne la gratuité à l'accompagnateur dans le réseau régulier. Parce qu'on ne va pas le chercher à la porte et tout ça. Son problème d'orientation est toujours là, donc il a besoin d'un accompagnateur. Donc, pour favoriser l'utilisation du réseau régulier, on donne une gratuité. OK. Puis lui, comment ils font pour savoir que c'est gratuit pour le chauffeur d'autobus? Comment il fait pour savoir ça? Y a-t-il un... Bien, il y a des règles à l'interne qui sont connues des chauffeurs. Le client va payer comme n'importe quel autre client, l'accompagnateur. Le client, en présentant sa carte d'admission au transport adapté, le chauffeur va reconnaître la carte et puis il va permettre l'accès gratuit à l'accompagnateur. OK, parfait. Alors, écoutez, c'est tout pour... je pense qu'on a pas mal répondu à toutes les questions. J'espère que les gens, ça va les éclairer. Et puis, s'ils ont des questions, ils peuvent toujours téléphoner? Oui, à notre centre pas au centre de réservation, mais à l'administration du transport adapté, qui est le 450-662-8356. Parfait. Merci beaucoup, Mme Clément. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, nous sommes maintenant à la deuxième partie de l'émission. J'ai le plaisir de recevoir Mara Audet-Leblanc. Bonjour, Mara. Bonjour. On est la directrice générale de l'ALTA. Alors, l'ALTA travaille en partenariat avec la STL. Alors, j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu quelle est votre mission, l'ALTA. Mais dans le fond, l'ALTA, c'est l'Association lavalloise pour le transport adapté. Notre mission première, c'est de défendre les droits et intérêts des usagers du transport adapté. Donc, on informe la population également pour savoir toutes les difficultés que vivent les personnes à mobilité réduite et les personnes handicapées. OK, parfait. Ça a été créé il y a quelques années, l'historique de l'ALTA, c'est quoi? Oui, cette année, on vit notre 30e. Là. Ah oui? OK. Oui, depuis 1987. Donc, l'ALTA existe depuis un bon nombre d'années. OK. Et présentement, on est aussi sur beaucoup de dossiers pour l'accessibilité universelle du réseau régulier, dans le transport également. Beaucoup de dossiers importants pour défendre les intérêts des usagers. Là. Il y a 30 ans, avant cette entrée en place de l'ALTA et tout ça, il n'y avait rien de spécial pour les gens. C'était vraiment... ils s'adaptaient à
Est-ce qu'il y avait finalement, c'était comme ça ou il n'y avait rien de spécial? Pas vraiment, hein? Avant l'ALTA, je pense pas qu'il y avait un réseau de transport adapté à ma connaissance. Fait que les gens s'organisaient avec ce qu'il y avait en place. Mais c'est vraiment le transport adapté a été instauré à cette époque et c'est les usagers du transport qui se sont réunis sur la question, justement, puis qui ont fondé l'ALTA. D'ailleurs, c'était une de notre ancienne présidente. Il y a quelques années, elle nous a quittés. Elle n'est plus sur le conseil actuellement, mais Mme Monique Brazeau était cofondatrice de l'ALTA. Donc, c'était une usagère du transport ils vivaient des problèmes. Alors, ils se sont dit qu'il y a besoin d'avoir un support externe pour justement défendre les droits des personnes. OK, je comprends. Excellent. OK, alors, on a parlé de la mission. Alors là, maintenant, on peut parler du service à la population, le soutien pour les demandes aux admissions, parce que souvent, il y a des petits mélanges, là, qu'on se fait souvent téléphoner pour nous demander comment ça fonctionne exactement. Oui. Bien, dans le fond, principalement, les gros de ce qu'on fait actuellement, les gens nous téléphonent pour le soutien à la demande d'admission au transport adapté. Donc, ce qu'on fait, ce que ça comprend, c'est quand la personne nous téléphone et nous parle de leurs limitations, on doit contacter le médecin pour avoir le diagnostic médical. De cette façon, on peut remplir la première partie avec la personne par téléphone. Et on offre également le service d'ergothérapie. Lorsque les personnes ont des limitations fonctionnelles, notre ergothérapeute les évalue côté physique pour remplir la deuxième partie du formulaire qui est exigé là, pour le ministère du Transport pour avoir accès au transport adapté de la STL. OK. Alors, Mara, les gens qui téléphonent chez nous, qui demandent « j'aimerais pouvoir avoir le transport adapté c'est un petit peu ambigu des fois. Même nous, on n'est pas trop... on ne sait pas exactement de quelle façon procéder. Alors, vous pouvez les accompagner dans leur démarche? Oui, dans le fond, à la démarche, on les soutient dans tout ce qui est, toute la démarche au complet. Donc, on va contacter le médecin à savoir aussi quelle est la limitation. Donc, dès la réception du diagnostic médical, je peux être en mesure d'avoir une idée, est-ce que la personne a des bonnes chances d'être admise au transport adapté ou est-ce que j'ai des doutes? Si je frappe un doute, je peux contacter la STL à savoir, est-ce que cette personne-là a une chance? Je ne vais pas lui faire passer toutes les étapes avec l'ergothérapeute pour payer des frais à la clinique. Alors, c'est pour ça que nous, on fait toutes ces démarches-là. Quand elle est rendue on reçoit le diagnostic, on a une bonne chance. On le sait que la personne, elle risque d'être admise au transport adapté. Là, je peux donner le rendez-vous en ergothérapie. OK. Le médecin, lui, c'est le médecin qui doit faire un papier ou quoi? Comment ça fonctionne? Les gens, est-ce qu'ils appellent sans papier ou disent j'ai besoin d'un transport adapté ou ça leur prend le papier du médecin qui demande? Mon ergothérapeute, pour faire son évaluation, et n'importe quel ergothérapeute dans le système de santé, ont besoin du diagnostic écrit de la main du médecin pour faire son évaluation. Donc, il y a besoin d'avoir un diagnostic écrit, oui. OK. Puis le médecin, ça ne veut pas dire parce qu'il fait la demande que ça va être accepté, là? Bien, c'est par rapport au médecin. Si la demande, il faut faire attention. Nous, quand on contacte le médecin pour avoir le diagnostic médical, il ne remplit pas aucun formulaire. Il nous envoie le diagnostic médical seulement. Donc, c'est pas... la demande ne doit pas être remplie au complet là, par lui. OK, parce que j'ai déjà vu ça, moi, un médecin qui avait tout rempli. Oui. Dans des cas où les personnes sont en fauteuil roulant et qu'ils ne peuvent pas se déplacer, le médecin peut remplir la demande parce qu'il n'y a pas besoin de faire l'évaluation avec une ergothérapeute. La personne ne peut pas marcher. Alors, il n'y a pas de tests physiques qui lui sont demandés. Mais c'est beaucoup de cas par cas. Alors, c'est pour ça qu'on demande aux gens toujours leurs limitations. Puis c'est de là qu'on peut les diriger vers le bon spécialiste dans un cas que ce n'est pas quelqu'un avec une limitation fonctionnelle. Si c'est quelqu'un qui a une limitation visuelle, mais l'ALTA, malheureusement, moi, je n'ai pas une spécialiste d'orientation et de mobilité côté visuel. On les dirige vers l'Institut Nazareth et Louis de Braille qui s'occupe des demandes dans la côté déficience visuelle et après les dirige là, vers la STL. OK. Chacun a leur champ d'expertise là-dedans, là, c'est ça. Oui. Alors, les procédures et démarches, on en a parlé un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait savoir là, à ce niveau-là ou c'est pas mal... Par rapport à la demande d'admission, c'est à peu près ça qu'on fait. Donc, lors de l'évaluation, c'est sûr, on prend les photos exactes aussi qui sont demandées par la STL, les 2 photos format passeport, puis on remet le tout à la STL. Donc, on accompagne vraiment dans toutes les étapes de la demande d'admission. Mais on fait aussi autre chose à l'ALTA, on défend les droits. On est un organisme de défense de droits. Donc, c'est important que si des gens ont des problèmes
lorsqu'ils ont le transport ou autre, bien, ils nous appellent pour la réception de plaintes. On fait un suivi avec la STL par rapport aux plaintes aussi. Donc, on est là pour défendre leurs intérêts. OK. Est-ce que le rôle de l'ergothérapeute dans ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Dans le fond, l'ergothérapeute, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est une spécialiste dans le domaine physique. Fait qu'elle va faire les évaluations qui sont exigées par le ministère pour pouvoir que les gens aient accès au transport adapté. Elle va faire des tests là, précis pour l'équilibre, la distance de marche, la force dans les jambes. C'est vraiment des tests, c'est des tests physiques précis là, qui sont demandés. OK. Est-ce que les gens qui sont pas capables de se déplacer pour aller faire des évaluations et tout ça, est-ce qu'il y a une autre façon qu'ils peuvent agir est-ce qu'ils peuvent vous téléphoner? Y a-t-il une autre façon de faire? Oui, lorsqu'ils nous téléphonent, on leur donne 2 choix. Quand on est rendu à donner le rendez-vous en ergothérapie, il y a également, on le fait en clinique chez nous avec des frais de 60 $, mais on a également le service à domicile avec un coût un peu plus élevé. C'est des frais de 85 $. Donc, l'ergothérapeute se déplace chez la personne, fait l'évaluation, elle remplit le formulaire, elle prend les photos. Donc, la personne n'a pas du tout à sortir de la maison. Okay. C'est bien apprécié. Oui. Et puis, ensuite de ça, les frais pour les autobus, tu en as parlé tantôt avec Mme Clément, c'est la même chose. Même... Alors, au niveau vous avez parlé un petit peu de défense des droits. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de ça? Oui, exemple, quelqu'un qui nous téléphonerait que le chauffeur a été un problème de courtoisie. Ils vont nous téléphoner, ils vont nous donner l'heure de l'incident, qu'est-ce qui s'est passé. Puis nous, par la suite, on contacte la STL. C'est sûr que quand la plainte a déjà été faite à la STL, bien là, et la personne au bord du côté du fil me dit la plainte a déjà été reçue. Et là, moi, je demande quand même un suivi. Suite à ça, qu'est-ce qui a été fait? Lorsque les choses, des fois, sont un peu plus importantes, bien, je préfère que le suivi soit vraiment fait. Je m'assure que le suivi soit plus rigoureux. OK, parfait. Est-ce que c'est des choses des cas de défense de droit? Est-ce que vous en faites beaucoup? Ça va quand même relativement bien. À la STL, on n'a pas des gros cas qu'on est allé jusque... c'est vraiment... Ils ont une bonne formation, les chauffeurs à la STL, ils ont fait un bon suivi. Quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, automatiquement, ils ont une procédure à la STL qui fait qu'il y a peut-être une autre formation où ils sont rencontrés. Ils vérifient qu'est-ce qui s'est passé. OK. On a parlé aussi j'aimerais ça qu'on parle un petit peu des territoires qui sont desservis, là, parce qu'il y a Montréal, Laval. Comment ça fonctionne dans des cas comme ça, des gens qui veulent aller à Montréal? Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable, mais c'est beaucoup, là, tout ce qui est question zone, c'est plus, ça ressort plus de la STL. Mais moi, on est un organisme à l'ALTA, on dessert la ville de Laval au complet. Pour qu'on puisse donner les services, il faut que la personne soit un résident à Laval. Mais effectivement, ils peuvent se rendre à Montréal, ils peuvent se rendre également à l'extérieur. Mais c'est sûr que lorsque vous parliez de la zone, c'est par rapport à... C'est Laval. OK. Fait que finalement, ils peuvent se déplacer, mais tout doit être organisé avec la STL. Oui, effectivement. Alors, Maria, j'aimerais ça aussi que tu me parles un petit peu d'accessibilité pour les gens. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui s'en viennent? Est-ce que vous travaillez sur des projets pour le futur? Oui, justement, très récemment, on a été approché par la STL, par M. Bertrand Allen. Pour faire un comité consultatif par rapport au plan de développement de l'accessibilité du réseau régulier. Donc, on est en train, justement, le comité est même pas créé. Il nous a parlé à savoir qui qu'on aimerait avoir sur ce comité-là. Nous, à l'ALTA, on a mis sur pied la table de transport de Laval. Donc, il y a la Ville de Laval, la STL également, et plusieurs organismes avec... L'OPHQ était là aussi, donc plusieurs organismes dont les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite également sont défendus. Donc, c'est des dossiers très importants qu'actuellement on va faire des essais terrain par rapport aux autobus à plancher bas. C'est sûr que la STL actuellement, je crois que présentement, ils sont rendus à 4 lignes accessibles. Et d'ici 2018, là, je ne me rappelais plus des années exactement, mais très récemment, il va y avoir une flotte beaucoup plus importante. Donc, les personnes à mobilité réduite vont pouvoir se diriger vers les autobus, le transport en commun régulier.
lorsque c'est possible, effectivement, on s'entend bien que des gens avec des limitations plus Dépendamment, lourdes, ils vont rester peut-être plus dépendants du transport adapté, mais alors que des personnes n'auront pas besoin de réserver le transport en commun régulier, vous décidez tout de suite aujourd'hui d'aller à un rendez-vous, bien, il va être possible. Ça va être beaucoup plus accessible Est-ce que pour là, tout le monde. là, c'est vraiment un embryon, ça commence, ils n'ont pas d'idée du nombre d'autobus ou quoi que ce soit Le encore, comité est embryonnaire, mais le plan d'accessibilité du développement du réseau régulier existait déjà, avait déjà été fait. Là, il est en révision. Donc, c'est sûr que là, ça est en expansion présentement. Il y a déjà 4 lignes accessibles, donc je pense la 39, la 20. Là, je ne voudrais pas donner d'autres numéros. Je n'ai pas les chiffres dans ma tête. J'imagine que c'est indiqué sur l'Internet de la Oui, STL. effectivement. Finalement, si quelqu'un veut prendre l'autobus normalement, comme les gens qui n'ont pas accès, comme nous, là, qui prennent l'autobus pour aller à différents endroits, ces autobus-là sont disponibles puis ils ont une plateforme, j'imagine? Je ne sais pas comment... Oui, bien, c'est la ligne. Dans le fond, les lignes accessibles, c'est un plancher... baissé. Oui. Et il y a une rampe d'accès également qui se déploie à l'avant. Donc, les personnes en fauteuil roulant peuvent embarquer grâce à cette rampe. Et ils ont des places réservées également à l'intérieur. Donc, c'est sûr que ça devient, pour l'intégration sociale, économique des personnes, c'est merveilleux. C'est beaucoup plus accessible. Le transport adapté, c'est bien, oui, c'est du porte-à-porte, mais il y a quand même des limites dans le service. Oui, puis ça les rend moins dépendants aussi. Exactement. Il n'y a pas besoin de faire de réservation. De ce côté-là, ça donne un choix à la personne de prendre un ou l'autre aussi. Puis ça existe depuis combien de temps, ces 4 autobus-là? Est-ce que c'est récent? Il y a une qui vient justement depuis novembre, je crois, la 4e. Oui. Là, je ne suis pas certaine. Mais les 3 autres dernières, là, ça fait un bon quelques années. C'est que les gens ne sont pas encore au courant. Non, c'est ça. Hein? Il n'y a pas beaucoup. Là, il y a eu une publicité qui s'est faite au tout début. Mais là, avec le comité consultatif, que justement, on est en embryon présentement, on va dans les organismes aussi pouvoir promouvoir ces lignes-là quand ils vont être bien faites, bien formées. Parfait. Alors, je te remercie, ma chère Mara. C'était très intéressant, puis j'espère qu'on a aidé nos personnes âgées. On l'espère. Merci. C'est déjà la fin de notre émission. Alors, je vous remercie d'avoir été présents, mesdames et messieurs, puis on se voit la semaine prochaine. Merci.